L'IA, on en entend parler absolument partout. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Aujourd'hui, on va soulever le capot, on va regarder ce qu'il y a derrière tout ce battage médiatique, on va décortiquer la mécanique qui se cache derrière ce qui ressemble parfois à de la magie. Voilà, tout est dit. C'est le premier mythe qu'il faut absolument dégommer. L'IA, c'est pas un bouton magique sur lequel on appuie et hop, tout est fait. Non. C'est un outil super puissant, c'est vrai, mais ça reste un outil. Et un outil, eh bien, ça a besoin de quelqu'un pour le piloter. Et en fait, le problème, il commence dès le début avec le nom même. Intelligence artificielle. Franchement, c'est super trompeur. Pourquoi? Parce que ces systèmes n'ont aucune intelligence au sens humain du terme. Ils ne comprennent rien, ils n'ont aucun jugement, ils ne pensent pas, ils calculent. Et ça change tout. C'est ça, la différence fondamentale. Pour nous, les humains, un mot, une phrase, ça a du sens, ça évoque des images, une histoire. Pour une machine, ce sont juste des données, des blocs de données à analyser. Comme le disait déjà Alan Turing en son temps, ce ne sont que des symboles à manipuler. Une IA ne lit pas un texte, elle calcule quelle est la suite de symboles la plus probable. Et ça, c'est vraiment le point crucial à saisir. Ce qu'on voit, c'est une imitation du langage. Une simulation, oui, hyper sophistiquée, bluffante même, mais ça reste une imitation. Il n'y a pas de pensée, pas de conscience derrière les mots qu'elle génère. Bon, alors comment ça marche cette imitation quasi parfaite? Allez, on entre dans la salle des machines, on va voir le truc. Et le secret, en fait, c'est juste des maths, des tonnes et des tonnes de maths. Le concept de base, ça s'appelle le word embedding. Pour faire simple, imaginez une sorte de carte immense en plusieurs dimensions où chaque mot de la langue est un point. Et les mots qui ont des sens proches sont placés tout près les uns des autres sur cette carte. Par exemple, roi et reine sont voisins, marcher et courir aussi. L'IA, en fait, elle ne fait que se balader dans cet espace, dans cette carte mathématique du sens. Et l'exemple classique pour comprendre ça, c'est celui-ci. L'IA ne sait absolument pas ce qu'est un roi, en homme ou une femme. Elle fait juste une opération sur des coordonnées. Elle prend le point roi, elle enlève la direction de l'homme, elle ajoute la direction de la femme, et pouf, elle atterrit pile sur le point reine. C'est une logique de GPS en quelque sorte. C'est purement spatial. Alors, ce qui a vraiment tout changé récemment, c'est la taille de ce qu'on appelle la fenêtre de contexte. C'est la quantité d'infos que l'IA peut voir d'un seul coup. On mesure ça en tokens, en gros des petits bouts de mots. Et là, regardez l'explosion. On est passé de 30 000 tokens à 1 million avec les derniers modèles. C'est comme si sa mémoire à court terme était devenue gigantesque. Ça lui permet de faire des prédictions beaucoup plus fines, mais attention, la logique de fond, elle, n'a pas changé. Et cette logique de probabilité, elle s'applique vraiment à tout, même à un calcul aussi simple que 5 plus 5. L'IA ne calcule pas le résultat, non. Elle a juste vu des milliards de fois dans les textes que la séquence de caractères 5 plus 5 égale est suivie, le plus souvent, par 10. C'est la réponse la plus probable statistiquement. C'est une prédiction, pas une opération. Ok, bon, maintenant qu'on a vu comment ça marche sous le capot, parlons un peu des conséquences. Parce que cette machine à probabilité, eh bien, elle n'est pas parfaite. Loin de là. Elle a des limites et même des dangers bien réels. Regardez ce chiffre, entre 10 et 40%. C'est le taux d'erreur typique des grands modèles de langage sur des tests de référence. Ça veut dire que même les meilleurs, les plus avancés, se plantent jusqu'à 4 fois sur 10. On est très très loin de la machine infaillible qu'on imagine parfois. Et cette analogie, elle met bien le doigt dessus. Imaginez si les compagnies aériennes avaient un taux d'erreur de 10 à 40%. Personne ne monterait dans un avion, c'est évident. Et pourtant, il y a des gens qui confient des pans entiers de leur business à un chatbot qui a ce même taux d'erreur. Ça fait réfléchir, non? Et ce taux d'erreur, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière, il y a ce qu'on appelle les hallucinations, l'IA qui invente des faits, des sources, des citations avec un aplomb incroyable. Il y a aussi le risque d'effondrement du contenu, où les futures IA, entraînées avec les textes des IA d'aujourd'hui, tourneraient en rond et perdraient en qualité. Et puis, il y a ce phénomène des mots torturés, où l'IA utilise des synonymes bizarres, ce qui est une sorte de signature de son origine artificielle. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, je l'admets, mais l'idée, c'est pas de tout jeter à la poubelle. C'est un outil. L'important, c'est d'apprendre à bien s'en servir. Alors, voyons comment on peut passer du statut d'utilisateur un peu passif à celui de véritable pilote de la machine. Et là, c'est flagrant. Regardez cette comparaison. Si on pose une question complexe de manière directe, brute, on a un taux de réussite de 4%. C'est quasi nul. Maintenant, si on utilise une méthode plus structurée, qu'on appelle l'arbre de pensée, on bondit à 74% de réussite. La manière de poser la question, ça change absolument tout. Alors c'est quoi cette méthode?
En gros, c'est un peu comme si on avait un dialogue avec la machine. On ne lui balance pas juste une question. Non. D'abord, on lui demande de proposer plusieurs approches. Ensuite, on lui demande de critiquer ses propres propositions, de trouver les points faibles, et on répète, on affine. En la forçant à décomposer son raisonnement, on améliore la qualité du résultat de manière spectaculaire. Et pour les cas où on a besoin d'une fiabilité totale, par exemple pour des calculs statistiques, il y a une technique encore plus puissante. Il faut la contraindre, c'est-à-dire qu'on lui donne directement un petit programme, un script Python, et on lui dit « exécute ça ». Là, on ne lui demande plus de prédire, on lui demande d'exécuter. Et le taux d'erreur tombe à 0. Tout ça nous mène à une conclusion importante. Il faut peut-être arrêter de rêver à une seule IA géante qui sait tout faire. L'avenir, c'est sans doute beaucoup plus une multitude de petits modèles très spécialisés. Une IA pour analyser des factures, une autre pour des données médicales, des outils précis entraînés pour une seule tâche qui seront bien plus fiables et efficaces. Alors prenons un peu d'auteur maintenant. Parce que l'arrivée de ces outils, ça ne change pas juste la façon dont on travaille, ça vient carrément secouer des piliers de notre société. Je pense notamment à la recherche et à l'éducation. Et là, il faut bien avoir en tête qu'il y a deux grandes familles de modèles. D'un côté, les modèles fermés, comme GPT. C'est une boîte noire, on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne et surtout, toutes les données qu'on lui donne appartiennent à l'entreprise. De l'autre, on a les modèles ouverts, comme Llama 3. Ceux-là, on peut les télécharger, les modifier, mais il y a souvent encore un manque de transparence sur les données qui ont servi à les entraîner. Et dans le monde de l'éducation, regardez ce chiffre, 86%. C'est le pourcentage d'étudiants qui disent déjà utiliser l'IA. Ça veut dire une chose, le débat pour ou contre, il est déjà obsolète. C'est là. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Le monde académique est vraiment face à un tournant majeur. Et ça pose des questions vertigineuses. Le mémoire traditionnel, la dissertation, est-ce que ça a encore un sens comme évaluation? Si on ne peut pas l'interdire, comment est-ce qu'on évalue le travail d'un étudiant? Et surtout, au-delà de savoir écrire un bon prompt, quelles sont les nouvelles compétences qu'il faut enseigner d'urgence? La réponse, elle commence à se dessiner. La vraie compétence de demain, ce ne sera pas juste de savoir poser une question à une IA. Ce sera d'apprendre à spécialiser ces modèles pour des besoins précis. Savoir utiliser des outils comme Python, des plateformes comme Hugging Face pour adapter, pour contraindre l'IA, voilà les savoir-faire qui vont vraiment faire la différence. Et je voudrais finir sur une question qui nous concerne tous. À une époque où une IA peut produire des textes, des images, du code à la chaîne, qu'est-ce qui va faire la valeur d'un être humain sur le marché du travail? Est-ce que ce sera encore notre capacité à raisonner, à être critique, ou est-ce que la seule chose qui comptera, ce sera notre productivité? C'est un débat immense qui ne fait que commencer.